Bon, Wilfried, je te propose d'y aller. Bonjour à tous, je me Ouais. présente, je m'appelle Henri. Je suis ravi de vous voir connecter avec nous pour bien démarrer votre journée du 11 mars. Je suis accompagné de Wilfried Galland, directeur stratégiste et directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Wilfried, nous t'avons écouté il y a un mois tout pile. C'était le 17 février, de manière Mm. assez opportune lors de la volatilité sur les marchés, notamment liée aux rotations des indices et à un contexte macro n'était déjà pas simple. Alors, un mois Mm. après, nous voilà avec une nouvelle guerre, des indices C'est à la beaucoup plus simple. volatilité, des indices à la volatilité exemplaire et les yeux rivés vers les banques centrales. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous exposer tes points de vue, sur le marché? Ok, merci beaucoup. Merci Henri. Bonjour à tous. On va essayer de tenir rapidement une vingtaine, voilà, 20-25 minutes. On a tous beaucoup de choses à faire dans cette journée. Effectivement, trois grands points hein, dans ce rapide survol. D'abord la guerre jusqu'où, ensuite un point sur l'économie américaine, un peu sur le fil, hein, sur le fil du crédit, sur le fil de l'emploi et de la consommation. Et puis un dernier point sur qu'est-ce qu'on attend des banquiers centraux, parce que globalement, l'environnement de liquidité, c'est ce qui est le sous-jacent quand même de beaucoup d'inquiétudes au-delà de la guerre, qui vient rajouter d'ailleurs du stress à cette liquidité, et il va falloir qu'on règle le problème assez rapidement. Donc ces trois points devraient nous occuper pas mal dans les minutes qui viennent. Donc d'abord, le premier, évidemment, la première interrogation, c'est la situation au Moyen-Orient, la guerre au Moyen-Orient, jusqu'où? Alors vous avez peut-être vu, j'ai trouvé ça assez sympa, donc je vous le remets. L'analyse de JP Morgan sur le sujet de la guerre, JP Morgan dit le sujet de la guerre, c'est les trois M. C'est Market, Midterms and Munitions. Je trouvais ça une vue particulièrement synthétique et percutante. Donc markets parce que évidemment c'est la volatilité en particulier sur les taux, pas tellement sur les indices actions, mais sur les taux qui fait bouger et sur le pétrole évidemment, qui fait bouger les politiques, qui fait bouger Trump. Parce qu'il y a le deuxième élément qui est midterm. Donc, on va rentrer à partir du 4 juillet dans la vraie campagne des midterms aux États-Unis. Vous avez vu, là, il y a encore des élections hier soir. Il y avait des élections en Géorgie, hein, deux élections partielles à la Chambre des représentants sur deux districts qui étaient normalement très dominés par les démocrates, par les républicains, pardon, hein, dont un district de Marjorie Taylor Greene, celle qui a démissionné, qui était une égérie Trump. Et il y a une progression très forte des démocrates et un des deux sièges qui basculerait a priori avec 75% des voix comptées là ce matin, qui basculerait vers les démocrates. Donc c'est un nouveau signal d'alerte pour Trump, et il est certain que la guerre ne peut pas durer au-delà de la possibilité pour Trump de plastronner le 4 juillet en disant c'est bon, mission accomplished. Euh, Au-delà du côté midterm, il y a également le côté munitions. On a certes des stocks importants encore en Israël, mais les porte-avions américains n'ont pas de munitions illimitées. Il va falloir commencer à faire un peu de calcul. Et même l'Iran, quand on regarde le nombre de missiles en particulier, en tendance, on est quand même plutôt en train de baisser. Alors, j'ai pas encore les chiffres complètement aujourd'hui. Il semblerait que ce soit une journée un peu dure hein, pour le Moyen-Orient encore aujourd'hui. Mais il va falloir regarder un peu tout ça. Donc, markets, midterms et munitions, ça me paraît essentiel. Il y a trois scénarios hein, pour le, pour l'impact pour la durée de la guerre, hein. Un scénario qui est un scénario optimiste, c'est-à-dire qu'on s'arrête d'ici une dizaine de jours avec une paix armée et la capacité de reprendre progressivement le cours de l'existence économique de la région, et avec un Iran durablement affaibli, mais qui resterait une menace. C'est un scénario qui, pour moi, reste un scénario central, mais qui baisse un petit peu au fur et à mesure que
les propos un peu guerriers se multiplient. Le deuxième élément, c'est un scénario où on a des hostilités qui se prolongent pendant un mois et demi, on va dire, avec une intensité variable, mais pas de dégâts lourds sur les infrastructures de la région. C'est-à-dire, en fait, on a un mois un peu compliqué, et puis après, on repart parce que les infrastructures sont en état de repartir, en tout cas relativement rapidement. La situation la plus compliquée, c'est si on a un peu plus que ça, on n'aura pas plus que 3 mois, hein, c'est pas possible, mais avec des dégâts lourds sur les infrastructures de la région, en particulier l'île de Karg en Iran, qui est le grand terminal pétrolier et gazier iranien, et la multiplication de mines. On sait que c'est extrêmement compliqué à déminer une région dans le détroit d'Ormuz. Là, on pourrait avoir des perturbations beaucoup plus difficiles et un impact sur la croissance mondiale, c'est ça qui nous intéresse, beaucoup plus lourd. Pour moi, l'impact aujourd'hui sur la croissance mondiale sur l'année sera un impact qui sera relativement faible. Là, on pourra avoir un impact de l'ordre de 0,1, 0,2 points dans le cadre d'un scénario avec une guerre qui s'arrête d'ici une quinzaine de jours et avec des prix du pétrole qui reviendraient assez rapidement. On le voit, là, on oscille autour de 85 dollars, qui reviendrait assez rapidement autour de 60, 70, 75 dollars. Si ce n'est pas le cas, on aurait des pressions récessives qui seraient quand même assez fortes sur l'économie. Je ne pense pas à une pression inflationniste, hein, quand on regarde les impacts inflationnistes d'une hausse du pétrole uniquement pour ces raisons-là, donc sans emballement de la demande. On a un choc de prix, on a un choc de marge, mais on n'a pas un choc, on n'a pas un enchaînement inflationniste qui se produit. On n'a plus aujourd'hui des marchés de l'emploi tellement tendus qu'on aurait des hausses de salaire en cascade. Donc on pourrait avoir un impact. Alors il y avait des études qui ont été menées, hein, par Oxford Economics en particulier, que je vous livre, hein, avec un prix du baril. Là aussi, scénario central, c'est-à-dire une guerre qui s'arrête d'ici 3 à 4 semaines maximum avec peu de dégâts structurels. Euh, on aurait potentiellement un impact de 0,7 points d'inflation supplémentaire en Europe et de 0,2 points d'inflation supplémentaire aux États-Unis. Ce ne serait pas de quoi changer fondamentalement la face du monde, sachant que c'est plutôt de la hausse des prix plutôt que des mécanismes inflationnistes. La clé, c'est évidemment les marchés, hein, dans tout ça. C'est en particulier la volatilité du marché du pétrole. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, hein, cette semaine. Un événement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, hein, puisqu'on n'a jamais connu un événement dit 6 sigma, 5 sigma sur le marché du pétrole en l'espace de 24 heures. Hein, quand on prend 35 dollars d'un coup et on perd 35 dollars ensuite en 24 heures, en fait, il y avait, ce sont des chiffres que j'ai donnés dans une interview à France Info, hein, donc je les redonne. Il y avait une chance sur 3 millions pour qu'un tel événement se produise. Donc c'est dire la nervosité extrême des marchés. Donc beaucoup de choses évidemment vont dépendre de scénarios. Moi j'ai un scénario qui quand même s'approche du scénario 1, hein. Je pense que Trump ne peut pas faire durer la guerre beaucoup plus que 10-15 jours encore. Ça me paraît extrêmement compliqué pour beaucoup de raisons. Et donc, même si les deux alliés, Amérique et Israël, ont des objectifs qui sont fondamentalement différents, je pense qu'à un moment donné, Trump finira par lâcher Israël en disant il faut que ça s'arrête. Et Israël s'arrêtera parce que sans les Américains, ça devient quand même compliqué. Voilà, on verra comment ça va se passer en espérant que l'Iran retrouve un régime, j'ose pas dire démocratique, mais un régime plus soucieux de ses populations. J'ai une pensée aujourd'hui pour des gens qui souffrent énormément, hein. C'est le peuple iranien qui est vraiment en première ligne dans cette tragédie. Nous, on a une commerciale, hein, chez nous que certains connaissent peut-être, hein, qui est dont la famille est venue au moment de la révolution iranienne et pour lequel c'est vraiment extrêmement dur. Voilà, donc ce sont des situations qui ne sont pas que des situations économiques et de marché. Deuxième élément, parce que ce sont des éléments quand même sous-jacents à tout ça. En fait, la guerre vient se rajouter en fait en termes de nervosité. C'est l'état de l'économie américaine et ce que je dis, l'état de l'économie américaine sur le fil.
Il va falloir faire face à tout ça. C'est le thème là, de notre visio, c'est faire face à ça. Euh, En fait, c'est sur le fil de deux éléments. C'est à la fois, on a des doutes sur la partie crédit privé et on voit ce matin que commence à avoir des tensions sur le crédit corpo, hein. C'est-à-dire que les spreads sont en train de se tendre. On sent on est allé assez loin dans le financement d'entreprises par la dette privée et par, ça rappelle de mauvais souvenirs à ceux qui, comme moi, ont bien connu et étaient déjà un peu aux manettes dans la crise de 2008. On commence à avoir des interrogations sur qui porte réellement le risque des fonds de dette privée. Est-ce qu'il n'y a pas eu voilà, de la structuration financière en cascade qui fait qu'on y comprend un peu moins que ce qu'on devrait. On n'en est pas au point de 2008. Le crédit privé, c'est beaucoup moins important évidemment que les subprimes et le crédit immobilier US, hein. C'est à peu près c'est un rapport de 1 à 25, hein, donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais ça introduit du stress quand même sur le marché. Et c'est du stress de crédit, du stress de liquidité qui est renforcé par la guerre, hein, puisque les acteurs en fait ne bougent plus. On a beaucoup de demandes de retrait par des acteurs qui veulent rapatrier du cash et se donner du temps pour faire des investissements. Donc ça, voilà, ça met en tension le système américain. Donc on a ce sujet-là, qui est un sujet assez profond. On a eu un petit répit ce matin, donc je pense que ça va plutôt pas mal réagir grâce à Oracle hier qui a annoncé faire moins d'investissements que prévu. Parce que c'était un des points quand même assez sensibles, hein, sur Oracle. C'était les investissements qui étaient prévus. Donc ça, voilà, ça calme un peu les choses. C'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. Et le deuxième élément qu'il faut suivre sur l'économie américaine, moi qui commence voilà, qui commence à m'inquiéter un petit peu, c'est l'emploi américain. Alors, voilà, petit bémol sur le rapport sur l'emploi, hein. Vous avez tous vu, destruction de 92 000 emplois alors qu'on attendait des créations de 55 000. Février, ça a été le mois, un mois de perturbations météorologiques exceptionnelles aux États-Unis, puisque l'hiver américain a été le plus froid, enfin le mois de février a été le plus froid qu'on ait connu aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle, hein. Donc on est vraiment dans des événements historiques. Et quand vous regardez la proportion de répondants aux enquêtes de l'emploi, voilà, il y a 15 ans, on était sur 85%. Maintenant, historiquement, on est plutôt autour de 75%. Là, sur les deux premiers mois de l'année, on est plutôt autour de 65%, entre 60 et 65, et on devrait être normalement, j'ai un doute parce que j'ai des chiffres agrégés, donc j'ai pas encore le chiffre février définitif, mais je pense on va être probablement plutôt autour de 50% qu'autour de 65 pour février. Donc attention à la robustesse statistique des données de février. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a des doutes, hein, sur l'emploi, des doutes sur les créations d'emplois, sur l'emploi des jeunes, sur l'emploi dans les secteurs qui sont très affectés par l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de IA washing, hein, dans les boîtes américaines. C'est quand même très facile de dire, voilà, en fait, j'ai de l'IA, donc j'enlève du personnel, alors qu'en fait, c'est juste, on corrige les excès post-Covid, mais enfin, le résultat est là. Je ne sais pas si c'est l'IA ou pas l'IA, mais enfin, en tout cas, le résultat est là, c'est qu'il y a il y a moins d'emplois. Et je vous livre quand même, parce que j'ai trouvé la stat hyper intéressante. C'est une stat qui est donnée par l'analyste Mark Ritson, qui est dans The Drum, qui fait une analyse sur le secteur marketing aux États-Unis et qui, dans cette analyse-là, a trouvé qu'il y avait 68% des directeurs marketing américains qui déclaraient piloter une équipe mixte IA humain. Voilà. 68% disent mon équipe, c'est pas une équipe de X personnes, c'est une équipe IA humain. Donc effectivement, on sent quand même qu'il y a des secteurs qui commencent à être très impactés par ces bouleversements technologiques. La crainte, c'est qu'effectivement, on commence à avoir, hein, vous avez vu voilà, la ramdam autour de la note de C20 Research, hein, sur la possibilité d'avoir une suppression d'emplois massive, chômage de masse,
avec la diffusion d'intelligence artificielle. C'est des choses qu'on suit, nous, de près, parce que, comme vous le savez, hein, on est en première ligne hein, dans le secteur financier sur ces éléments-là. On sera probablement un des secteurs les plus impactés. Nous, on travaille beaucoup hein, chez Montpensier Bevel sur ces outils, à la fois des outils qui sont mis à disposition par Bloomberg, d'autres types d'outils également. Voilà, la question c'est comment est-ce que ça va effectivement impacter directement le tissu économique. Et on a deux façons de le voir. On a une façon positive. Moi, pour l'instant, c'est quand même plutôt la façon dont je raisonne, mais avec de l'attention sur l'autre face. La vue positive, c'est que c'est une progression de la productivité. Et je terminerai quand même par là, sur la partie américaine. Moi, ce qui me rassure quand même sur les tout derniers chiffres américains, au-delà de, voilà, effectivement, de stades d'enquête qui sont parfois un peu mitigés, quand on regarde la productivité américaine, au Q2, on était à 5%, 5,1. Au Q3, on était encore à plus 4,9% en rythme annuel. Et au Q4, on est à 2,8. Alors vous me dites 2,8, effectivement, c'est bien inférieur. Mais on attendait 1,9 seulement. On attendait vraiment une normalisation très rapide. Et en fait, on a eu 2,8 à la place de 1,9. Donc ça veut dire qu'on est vraiment largement de la désattente. Et une économie dont la productivité monte très fort, c'est quand même une économie dont la croissance potentielle monte, donc croissance non inflationniste. Et ça, c'est quand même puissamment enfin, des outils qui contre en fait les pressions inflationnistes qu'on peut avoir par voilà, des ruptures d'offres comme ceux qu'on voit avec la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Iran. Si on a une augmentation très forte de la productivité, ça va permettre également aux banquiers centraux d'avoir un équilibre qu'on attend tous entre lutte contre l'inflation et vue quand même un petit peu plus moyen terme sur la productivité. Et donc ça m'amène, vous avez vu la subtilité, vous avez vu voilà, la souplesse, ça m'amène à mon troisième point qui est l'attente des banquiers centraux. Alors pourquoi j'en reparle? C'est parce que enfin, la clé de ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit de la guerre ou des turbulences à la fois autour de la diffusion économique de l'IA ou des turbulences liées au crédit, c'est quel niveau de liquidité on va avoir dans les marchés. Et c'est quand même ça qui va nous définir notre scénario de marché sur les prochaines semaines. Évidemment, si on a une escalade encore plus forte sur la guerre, hein, voilà, certains ont parlé, est-ce qu'on peut avoir un moment Hiroshima hein, au moment où où les Américains disent ça commence à bien faire, il va falloir qu'on arrête. Bon, j'estime que c'est voilà, on se fait très peur en brandissant le docteur Falamour. Je pense qu'on n'en arrivera jamais là. Mais effectivement, ce sont des scénarios qui peuvent tout bousculer. Mais au-delà de ça, dans le cadre voilà, d'une perturbation géopolitique classique, ce dans le quoi, je fais une rapide parenthèse, c'est le scénario de marché d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous regardez les courbes du pétrole, les courbes du gaz, le gaz c'est un peu moins vrai. Quand vous regardez les courbes du pétrole, si vous normalisez la journée la fameuse journée là, entre le 8 et le 9 mars, où on a fait cet événement incroyable de 5 sigma, mais vous la moyennisez, cette journée-là. En fait, on est exactement dans la même courbe qu'au moment de février 2022 et de la guerre en Ukraine. C'est exactement la même, en fait. Hein. Vous pouvez quasiment les superposer. Ceux qui ont accès au Financial Times, je vous recommande l'article de Martin Wolf ce matin sur justement les conséquences économiques de la guerre, qui est assez clair sur ce sujet-là. J'en ai tiré d'ailleurs les scénarios d'Oxford Economics hein, sur les scénarios de la guerre. Et je trouve que c'est un article qui est synthétique, mais qui montre bien qu'en fait, on répète les schémas assez classiques dans les événements géopolitiques, qui ne sont pas des perturbations de très long terme. En revanche, le niveau de liquidité, ça peut perturber à très long terme si on a une crise financière, une crise de bilan. Et donc ça, c'est vraiment très important que les banquiers centraux, assez rapidement maintenant, même si on est en quiet période, donc assez rapidement, nous donnent des indications comme quoi ils seront là. Ils seront là pour faire des lignes de swap, ils seront là pour donner de la liquidité, soit par des opérations repo, soit par des opérations twist, enfin, agir avec les moyens qui seront les leurs, et non pas rester à la manière de la Banque Centrale Européenne, sans rien faire,
en attendant que les choses se développent. C'est ça qui devrait donner le signal le signal de rebond fort que tout le monde attend. Pour l'instant, ça s'est bien stabilisé. Et donc, ces 3 points, je les conclurai avec un scénario de qu'est-ce qu'il faut faire sur les marchés? Parce que c'est quand même, je pense que c'est quand même le sujet de vos clients, hein. Par rapport à tout ça, on fait quoi? Est-ce qu'il est moment d'acheter, moment de pas acheter, moment de vendre? Euh, c'est évidemment extrêmement compliqué pour répondre. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un événement géopolitique assez classique, et dans les événements géopolitiques assez classiques, c'est à peu près le moment où il faut commencer à mettre un certain nombre de positions. En tout cas, si on a du cash un peu en réserve, c'est le moment où il faut commencer à se dire, bon, tiens, il y a quand même des trucs qui ont soit un peu corrigé, soit à l'inverse, qui ont quand même très bien résisté, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus compliqué. C'est le moment effectivement de remettre un peu de risque dans les portefeuilles. Moi, j'ai recommandé à mes équipes de commencer à regarder à la fin de la semaine, hein. Donc, on est mercredi, on n'est pas loin de ça. Sachant qu'on était, nous, prudents depuis plusieurs semaines. On avait bien diminué le risque. Donc, on a un peu de cash à disposition. Ce que je vois dans les marchés, dans la période d'aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ça permet de tester des choses. Ça permet de voir comment le marché, pardon, ça permet de voir comment le marché réagit en temps réel, plutôt que en conditions réelles, plutôt que au scénario des stratégistes dont on sait que bon, c'est quand même des scénarios un peu, voilà, parfois un peu théoriques. Et donc on a des réponses quand même que nous donne le marché. La première réponse, c'est que le dollar est toujours un actif refuge. Voilà, peut se raconter ce qu'on veut sur la dédollarisation, la crainte d'un effondrement du système financier américain, la dette. OK. Dans les moments compliqués, c'est le dollar qui monte. Voilà. Et qui monte encore plus que le franc suisse. Le franc suisse a beaucoup monté, hein, mais il n'a pas monté par rapport au dollar. Donc c'est un sujet, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les dettes d'État, en revanche, ne sont plus un actif refuge. Et donc là, il y a quand même plus de crainte, hein, sur les dettes d'État que sur les devises en particulier, que sur le dollar. Le troisième, c'est que l'or, effectivement, montait depuis probablement 4 000 $ l'once comme un hedge contre le dollar. Et donc, quand on se hedge plus contre le dollar, eh bien, on n'achète pas d'or. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'or a beaucoup moins monté. Ça me permet de rappeler qu'en 2008, l'or a perdu 40%, hein. Voilà, donc c'est pas, il a monté ensuite, mais il a d'abord commencé à baisser. Euh, et puis le dernier élément, et je pense que là aussi c'est un élément qu'il faut qu'on garde en tête, le lingot d'or des actions, ça reste quand même la tech US, et certaines grandes valeurs européennes, mais pas tant que ça en fait. Mais c'est surtout la tech US qui a servi de refuge. Donc ça, là aussi, ça permet d'avoir des vues un peu plus à long terme d'équilibre de portefeuille, sur qu'est-ce qu'on considère comme étant un socle et qu'est-ce qu'on considère comme étant un moteur de perf. Voilà, j'en ai à peu près terminé. S'il y a deux, trois questions, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. L'objectif, c'est qu'on ait à peu près fini d'ici 5 minutes. Alors, si je regarde les questions, pour l'instant, pas de questions, cher Wilfried. Bah non, Peut-être que bah tout non, a tout le été monde, extrêmement clair. ouais, ou tout le monde faisait autre chose. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Prenez son Bon, petit café, tout ça. Mais voilà, enfin, en tout cas, soyez, voilà, l'élément clé pour moi, c'est que dans ces moments-là, on regarde ce que font les marchés et les marchés ont raison. Et donc, toujours. Et donc, ça nous permet d'en tirer véritablement des conclusions, en particulier sur les grands équilibres, sur le fait que les dollars, enfin, voilà, les éléments clés, il faut les prendre face value. Et donc, voilà, pour l'instant, pas de panique et on va espérer que ça se termine comme ça, quoi. super. Avec quand Bon, même, bah, voilà, de nouveau, je me permets, parce que voilà, je me permets d'avoir de nouveau une pensée pour, voilà, pour tous ceux qui ont des intérêts, que ce soit, soit en Iran, en Israël. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça.
qui sont voilà, très concernés par toutes ces questions-là. Et moi, ça me touche aussi beaucoup. Donc voilà, c'est plus que voilà, c'est plus qu'un sujet uniquement financier de marché, quoi. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Wilfried. Je vous remercie pour Ah, votre intérêt. il y a une question juste 2 minutes sur les marchés émergents. Je pense que là, on voit que c'est pas un actif refuge, que l'Asie souffre quand même beaucoup, mais qu'en revanche, la Chine est à peu près isolée. Voilà, donc, par contre, pour ceux qui croient comme moi que les marchés émergents ont encore un gros potentiel, je pense que ça peut être intéressant effectivement d'en mettre un petit peu, mais attention, en cas de choc géopolitique, il reste très exposé. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, Wilfried. Merci à tous. Tous les commerciaux de la maison sont à votre disposition, hein, pour toute question supplémentaire. Et toutes les équipes de Montpensier Bebel vous souhaitent une bonne journée. À très vite. Merci beaucoup.